Le GIEC nous avait prévenus, nous y sommes. Méga-feux, inondations, sécheresse, canicule, pénurie. Ce vocabulaire est désormais entré dans notre langage courant. Entre décroissance et croissance verte, fin de mois et fin du monde, le débat irrigue notre société et notamment notre jeunesse, évidemment la première concernée. Dans le même temps, nos villes et nos territoires doivent continuer à se développer, à se transformer. La France souffre d'un manque cruel de logements et le mode pavillonnaire est remis en question. Comment répondre à ces injonctions contradictoires ? Nous recevons à ce titre la directrice du CAUE de la Sarthe pour esquisser avec elle des pistes de solutions. Bonjour Céline Levrard. Bonjour. Alors CAUE, terme peut-être un petit peu mystérieux pour certains de nos auditeurs et compatriotes sartois, pouvez-vous nous dire déjà ce que veut dire cet acronyme ? Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Eh bien, je ne me suis pas trompé en vous invitant et par rapport à cette introduction. Je vois que vous êtes parfaitement adapté, si je puis dire, si je peux me permettre cette expression, au sujet dont nous allons débattre dans ces 26 minutes qui suivent. Alors, en quelques mots, Madame Levrard, on le voit déjà au travers de l'explicitation de cet acronyme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions du CAUE de la Sarthe et quelque part son positionnement dans le département ? Du coup, on émane de la loi, nous, d'architecture de 1979, donc on est vraiment, effectivement, bien impliqué par rapport aux problématiques de logement. Et on a 4 missions qui sont les suivantes, donc conseiller, informer, sensibiliser et former. Et auprès de tous les publics, donc autant le public de particuliers que d'élus, que les professionnels, que l'enseignement, le public scolaire aussi, on intervient dans les écoles. Et l'objectif, c'est de pouvoir parler de la qualité de notre cadre de vie au travers des thématiques de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de l'environnement, du patrimoine, de la problématique de transition écologique, environnementale. Et tous ces sujets-là font effectivement partie intégrante en fait de notre ADN. Écoutez, vous êtes au cœur du réacteur, si je puis dire, même si le mot réacteur, faut peut-être mieux pas l'employer, parce qu'évidemment, ça évoque l'aviation, et donc, bref, je ne veux pas développer. En 2 mots encore, parce que on va parler du fond du sujet, même si la présentation de l'organisme que vous dirigez est importante. Votre statut, vous êtes rattaché, vous dites, au département, c'est une administration, c'est une association. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être ? On est une association. D'accord. Mais effectivement, par l'intermédiaire de cette loi a permis à tout département de mettre en place sur son département, à l'échelle départementale, un conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc celui de la Sarthe existe depuis 1979. Dès le départ ? Pratiquement, oui. Voilà. Et puis donc notre territoire d'action, c'est l'échelle du département. Et vous rendez compte au conseil départemental, en quelque sorte. Enfin, rendre compte, le terme est peut-être excessif, je sais pas. Oui, un peu excessif. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes indépendant ? On est indépendant, on est une association, donc statut privé, indépendant. Après, effectivement, on a statutairement des membres du conseil d'administration qui font partie, en fait, du conseil départemental. Oui. Après, effectivement, on a des liens et des actions communes avec le conseil départemental sur tous les domaines qui nous concernent, en fait. Et dernier point pratique, puisque vous me dites que vous vous adressez à tout public, est-ce que si vous intervenez par exemple par rapport à des particuliers, est-ce que vos interventions sont gratuites ou payantes ? Excusez-moi d'être aussi direct. Mais c'est important pour nos auditeurs. C'est important parce qu'en fait... faut dire les choses. Il faut dire les choses et à la fois ce qui a permis... Alors les conseils sont gratuits aux particuliers. En Sarthe, on a la chance d'avoir donc des compétences en architecture et également en paysage. Donc du coup, on donne des conseils gratuits sur la thématique de l'architecture, mais également sur la thématique de l'aménagement de jardin ou de son territoire. Et si les conseils sont gratuits, en fait, auprès des particuliers, c'est parce qu'en fait, par l'intermédiaire de la taxe d'aménagement, c'est-à-dire sur chaque dépôt de permis de construire, il y a une taxe d'aménagement qui est prélevée, et cette taxe ensuite est rétrocédée en pourcentage, enfin, une certaine partie de cette taxe est rétrocédée au fonctionnement du CAUE. Donc c'est pour ça, en fait, finalement, que les conseils sont gratuits aux particuliers. Dernier petit point, non pas polémique, parce que mon but n'est pas du tout d'aller vers ce terrain, vous avez bien compris. Par rapport à vos confrères qui exercent dans le privé, il n'y a pas une notion de concurrence ou de choses comme ça. Vous êtes bien reçus, vous exercez en pleine complémentarité avec les acteurs privés du domaine, les architectes, les urbanistes, les paysagistes. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Non, on est là pour promouvoir aussi leur métier, d'accord. Et faire en sorte effectivement que les collectivités ou les particuliers puissent faire ensuite, suite au conseil qu'on
qu'on a pu faire le plus en amont D'accord. possible. On fait pas de maîtrise d'œuvre, nous. C'est vraiment D'accord. du conseil pour les aider à réfléchir dans ce qu'ils veulent faire au démarrage, voilà. Et les orienter effectivement vers un architecte ou un paysagiste par la suite. Donc on est complémentaires en fait. On définit les enjeux, les objectifs d'aménagement pour qu'ils puissent ensuite avoir une idée plus claire de ce qu'ils veulent et ensuite cheminer vers un bureau d'études libéral, une agence libérale d'architectes par exemple. Je crois qu'au travers de vos propos, je pense que effectivement, bien des personnes qui ne vous connaissent pas assez ou pas du tout, et là il y a peut-être, mais ça c'est votre affaire, un enjeu de communication, peut-être agir davantage pour que toute personne, tout Sarthois, quel que soit son statut, puisse venir vers vous, je pense. Hein. Oui. Et si cette émission peut modestement y contribuer, j'en serai évidemment le premier satisfait. Merci à vous. Oui, non, mais je la vois bien. communication c'est un petit peu compliqué, mais vous êtes peut-être trop modeste ou trop discret, mais ça c'est un avis personnel. Peut-être. Je m'arrêterai là-dessus. Hein Vous êtes situé au Mans même, hein? Alors, on est situé au Mans, 1 rue de la Mariette. Tous les vendredis, on donne des conseils gratuits en architecture au Mans. Et sinon, on a des permanences sur le territoire sarthois. Et en paysage, c'est un vendredi sur 2, sur le Mans. Écoutez, voilà. Très bien de ces messages, Madame Levrard. Alors, si vous voulez bien, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, qui n'est pas rose et qui est même inquiétant. Je crois qu'il faut dire les choses. Hein. Mon introduction, d'ailleurs, je crois, le notait. Et bien sûr, il y a des réponses. Et les métiers que vous avez décrits et qui traversent votre institution peuvent le démontrer. Il y a des solutions, mais c'est compliqué parce qu'il y a des injonctions contradictoires. Si vous voulez bien, on peut peut-être commencer cette conversation sur les questions environnementales et d'évolution de notre planète, en centrant peut-être sur le département de la Sarthe, mais le département de la Sarthe est concerné comme les autres, peut-être un peu moins que le sud, notamment les départements des Pyrénées-Orientales. Repenser la ville. Premier thème peut-être de notre entretien. Comment, au-delà du slogan, vous voyez cette évolution de notre ville aujourd'hui pour faire en sorte qu'elle soit davantage préparée et surtout armée pour affronter ces enjeux climatiques qui sont majeurs. Alors, thème évidemment considérable, mais en quelques minutes, on va essayer quand même d'esquisser des pistes, Mme Levrard, si vous voulez bien. C'est vrai que la ville les villes en tous les cas ne peuvent plus se concevoir comme on les a conçues jusqu'à présent. Beaucoup de villes sont très minéralisées, sont très imperméabilisées. Et donc, il est nécessaire, en tous les cas, de pouvoir redonner la place au végétal en ville, de pouvoir désimperméabiliser les sols, de pouvoir rendre ces sols vivants de façon à ce qu'ils soient perméables, mais à la fois qu'ils puissent capter l'eau aussi et maintenir l'eau, de façon à pouvoir ensuite, entre autres, rafraîchir en fait les îlots de chaleur, en tous les cas, rafraîchir l'atmosphère et faire en sorte que ces villes deviennent plus, on va dire, vivables par temps estival ou de forte chaleur. Quoi. Et puis le mot à la mode, qu'on emploie peut-être trop, mais je vais encore l'employer, résiliente. On peut dire ça aussi. Oui, et résiliente. Alors même aussi, si on l'emploie à toutes les sauces, ce terme de Monsieur Cyrulnik, mais là en l'occurrence, ce mot peut être adapté aussi au concept de ville d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors au Mans, il y a un gros enjeu. Je pense que ça vous a pas échappé, comme dirait l'autre, mais on voit bien la place de la République, la place des Jacobins, c'est entièrement minéral. Comme ça, on est tranquille, si je puis dire. Après, elles ont été conçues d'une certaine façon qui fait qu'effectivement, c'est facile à dire aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais elles sont très minérales et à la fois on voit bien l'impact que ça a quand par forte chaleur. Et il se trouve place de la République une énorme averse ou un énorme orage, c'était spectaculaire parce qu'on voyait l'eau rebondir. J'étais des places de la République, comment ça s'est produit, c'est impressionnant. Oui, tout à fait. Et donc là, par exemple, j'imagine que vous pensez et vous dites, peut-être avec les autorités municipales, notamment le maire du Mans, j'en sais rien, mais je suis pas dans le secret des dieux, mais sans doute qu'il faut démonter en partie ces 2 places ou pas? Par exemple, concrètement, le Mans. Alors, si on veut vraiment revégétaliser, et sur des espaces comme ça, effectivement, il est conseillé de pouvoir les revégétaliser, les renaturer, mais du coup, en pleine terre, parce qu'il faut que, le végétal puisse se développer en pleine terre. Là, c'est sûr que là, il y aurait un problème de conception, en fait, à la base de ces 2 espaces-là. Donc après, on peut pas, de toute manière, faire des fausses de plantation, au vu de la conception de la place, que ça soit celle du Jacobin ou de la République. Donc, ça demande, quand on dit qu'il faut repenser la ville, c'est-à-dire que dès le départ, en fait, il faut pouvoir travailler sur une conception ville, sur une conception d'îlot, sur une conception de quartier, en intégrant toutes ces données-là, et qui fait que finalement, on aura une ville qui sera différente, en fait, et on habitera différemment de toute manière. Parce qu'il y a également, on y viendra peut-être, mais la notion aussi de piéton.
ou en tous les cas de laisser moins de place à la voiture. Oui. On a commencé déjà. Et de développer beaucoup plus le piéton ou les cycles. Ce qu'on appelle le transport doux. Voilà, ouais. Les transports en commun. Actifs, et donc du coup, ça fait penser la ville et concevoir la ville différemment. Les modes de transport, pour vous, au-delà du concept dont on parle beaucoup, vont considérablement changer. Et concrètement, ça veut dire que la voiture, ce qui est déjà le cas, va avoir de moins en moins sa place dans les villes. Faut appeler un chat ou pas? Ah bah oui, elle doit avoir de moins en moins sa place. Il faut le dire. Il faut le dire. Par-delà les contraintes que les Français sont attachés, comme beaucoup de peuples ou de civilisations développées, à la voiture individuelle, vous dites ce n'est plus possible. Pas avec un volume de voitures comme on peut l'avoir aujourd'hui. Il y aura toujours des véhicules, il y aura le transport en commun, il y aura également d'autres modes de, comme on disait, le vélo ou autre. Mais effectivement, la place de la voiture va certainement, en tous les cas, diminuer et devra certainement diminuer. Alors, ce dont on parle peut-être un peu moins que la voiture, parce que ça c'est emblématique, à la fois en bien et en pas bien, on a abordé en préparant l'émission, Madame Levrard, la question de l'intégration ou de la réintégration, je ne sais pas comment vous allez nous le dire, de la fameuse biodiversité dont on parle. Et ça participe de l'évolution des villes aussi, ça. Tout à fait. De toute manière, tout est une question d'équilibre. Oui. Et le fait de maintenir en tous les cas déjà la biodiversité qu'on peut avoir, parce qu'il y a déjà une biodiversité on en a encore, rassurez-nous. Voilà, qui est différente que celle qu'on peut avoir en campagne, mais en tous les cas, on a une biodiversité dans les villes. Exemple. Par exemple, là en face de moi, il y a un petit bosquet là d'arbres avec une végétation, et donc du coup, derrière tout ça, il y a forcément une faune, il y a forcément un sol aussi qui est vivant, plus ou moins vivant. Il y a encore quelques oiseaux, il y a encore des oiseaux. Il y a quelques oiseaux, des insectes, etc. Et donc ça crée forcément un écosystème et donc du coup une biodiversité. Sauf qu'elle est pauvre en quantité, on va dire, et pauvre peut-être aussi en qualité, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'essences variées, il n'y a pas on a un système d'entretien des espaces verts qui fait qu'on appauvrit en fait finalement l'ensemble. Donc il faut déjà, dans un premier temps, maintenir ce qu'on a et surtout fortement développer cette biodiversité. Et ça passe par une renaturation en fait des espaces, une revégétalisation des espaces qui va recréer des écosystèmes et qui va justement être favorable au développement de la biodiversité en ville, mais également à la campagne. Ça veut dire que les espaces verts, faut les concevoir peut-être un peu différemment, c'est-à-dire un peu moins à la française et un peu plus sauvage aussi, par exemple. C'est-à-dire des jardins un peu moins ordonnés, organisés, structurés, et de laisser de la souplesse aux espaces verts aussi. Oui. Un peu de sauvage, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, il y a l'entretien. De toute manière, quand on conçoit un espace, il y a forcément l'entretien derrière qui doit être pensé. Effectivement, on est encore sous le jardin à la française où on doit maîtriser la nature. Oui. Voilà. Et on voit bien où on en arrive. C'est pas une bonne idée aujourd'hui. C'est pas une bonne idée. Oui, c'est ça. Après, l'idée, par rapport à la biodiversité, c'est pas non plus forcément d'aller vers le tout sauvage. C'est pas ça. Je pense, c'est pas que ça en tous les cas. C'est de pouvoir avoir une multitude de végétaux. Ne pas avoir que du monospécifique ou pas, enfin, de développer en fait les différentes strates de végétation qui va justement être favorable au développement de la biodiversité. En adaptant, bien sûr, effectivement, l'entretien derrière de ces espaces-là, qui n'est pas nécessaire que ça soit taillé au cordeau. Oui, on peut avoir aussi des espaces qui peuvent être effectivement plus naturels, plus libres. Alors après, on rentre dans des systèmes de gestion différenciés, tout dépend dans quel endroit on est, etc. Mais il faut tendre malgré tout vers ça. Et puis surtout, tout interstice en fait peut être aussi source de biodiversité, de végétation. Et donc on a aussi des exemples sur le Mans. Ça se développe de plus en plus avec des plantations de pieds de mur au pied des mancelles, dans des rues, etc. D'une toute petite végétation qui peut venir se développer. Et donc ça permet aussi de développer une biodiversité qui sera propre à ces herbes folles, on va dire. Oui. Qui sera différente que ce qu'on va pouvoir trouver dans un espace beaucoup plus naturel en bordure de Sarthe, par exemple. Dernier point sur le chapitre, mais évidemment, c'est pas la prétention de l'avoir épuisé parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, mais il faut qu'on avance dans cette émission. Sur le chapitre de repenser la ville, la question évidemment qui taraude beaucoup de Français à juste titre, c'est les fameuses ZFE qui apparaissent et qui vont bien sûr un jour ou l'autre concerner également la métropole du Mans. Comment vous voyez, vous, en tant que urbaniste architecte, cette contradiction apparente qui veut que d'un côté, il faut effectivement, vous le disiez, à juste titre, réduire la place de la voiture et en même temps interdire, si on peut dire, de façon brutale, l'accès au centre-ville à des habitants qui habiteraient et qui habitent évidemment à l'extérieur. C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est pratiquement insoluble.
C'est pas insoluble, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on change nos modes de vie, notre façon de vivre, notre façon de vivre dans une ville, ou même, la façon dont on peut se déplacer d'un point à un autre, en fait. Oui, quoi. oui, parce qu'il y a des gens qui habitent en périphérie. Il y a des gens qui habitent en périphérie et qui viennent travailler, on va dire, dans l'agglomération de Mansell, mais il y a également des gens qui habitent l'agglomération de Mansell et qui travaillent en périphérie. Oui. Donc, on a effectivement cette problématique-là. Après, il faut développer les transports en commun aussi. Y compris assez loin du centre-ville. Y compris assez loin du centre-ville. Après, il peut y avoir aussi des voitures partagées. On parlait également aussi des vélos, enfin, en tous les cas, d'avoir des pistes cyclables dignes de ce nom, de façon protégées, de façon à ce que la sécurité soit vraiment là et que du coup les personnes puissent se déplacer convenablement en vélo. Donc, ça va se faire. Enfin, ça va se. On est obligé en fait, en tous les cas, d'aller dans ce sens. Après, il faut mettre tout en place pour que les gens puissent continuer à se vivre, déplacer, et donc à vivre. Mais il faut aussi qu'on prenne conscience que nos modes de vie vont forcément changer, enfin sont nécessaires de passer par un changement en fait sur la façon dont on Ça veut dire évidemment, on sait bien que ça ne concerne pas sociétalement parlant tous les Français, on dit en gros 30%, mais par exemple le télétravail c'est un élément de réponse. C'est un élément, je dis bien, c'est pas l'élément, puisque bien sûr il y a des gens qui vont continuer à travailler dans les entreprises, et quelque part tant mieux. Oui, c'est un élément de réponse. Un élément, voilà, je dis, avec, je nuance, toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière le télétravail. Mais effectivement, c'est une piste aussi qui permet de réduire. De réduire de toute manière. C'est pas qu'une solution. Voilà, c'est une multitude de solutions qui va faire qu'on va arriver en fait finalement à réduire ce nombre de voitures en ville. Et moins de déplacements sans doute. Et peut-être aussi moins de déplacements. Quand on parle de changement de mode de vie, ça fait partie effectivement aussi de la donne. Ouais. Très bien, Madame Levrard. On aborde peut-être la troisième partie de l'émission sur la construction en tant que telle. Là, on a pensé la ville, repenser la construction. On en parlait là également avant d'entrer dans ce studio. L'idée, c'est peut-être de moins consommer d'espace pour construire du neuf, mais bien sûr, je parle sous votre contrôle et vous allez développer ces points, plutôt que de se servir de l'existant pour, je cite les professionnels en la matière, dont vous-même, réhabiliter, transformer. C'est ça l'idée aujourd'hui, c'est de se dire on va pas continuer à construire comme ça à tout va, consommer de la surface, de la superficie, mais plutôt utiliser ce qui existe déjà pour permettre encore une fois des logements, parce qu'on rappelle qu'il y a beaucoup de Français qui ont du mal à se loger, qui ne trouvent pas à se loger. Donc il y a aussi cette exigence sociale de trouver du logement. Oui. Donc vous êtes là encore au cœur du réacteur pour répondre à ces injonctions contradictoires. Faire du logement sans consommer de l'espace. On est d'accord ? Oui. Et c'est possible. Eh ben c'est possible, c'est-à-dire qu'on va tendre pour le faire. Et vous avez déjà commencé. Oui, enfin en tous les cas, nous, rassurez-moi, toutes ces problématiques-là qui sont liées là où en tous les cas... C'est enseigné dans les écoles d'architecture et d'urbanisme ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Et puis à la fois au-delà de ça, ça fait partie effectivement de nos gènes du CAUE. Enfin, nous, ça fait des années depuis la création du CAUE. Si vous êtes au micro, Madame Levrard, c'est pour ça. Qu'on parle de ça et qu'on met en avant toutes les problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui, là, qui sont peut-être une découverte pour certains. Mais en tous les cas, nous, ce sont des sujets qu'on aborde depuis la création du CAUE. En tous les cas, effectivement, de toute manière, la loi climat-résilience nous impose aussi le fait de ne plus pouvoir s'étendre sur les zones agricoles et du coup de pouvoir changer un peu notre curseur et justement de repenser la ville sur la ville et de retravailler effectivement les espaces, à la fois de travailler sur les logements vacants aussi, parce qu'il y a aussi cette problématique-là où dans certains secteurs, on peut avoir des logements vacants à un nombre important. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi pas les réhabiliter, les rénover ? Et puis effectivement, cette nécessité de rester sur une enveloppe urbaine maîtrisée sans aller effectivement sur des extensions sur les terres agricoles. Alors après, ça demande justement une façon de construire, une façon d'habiter qui va être certainement différente de ce qu'on a pu connaître aujourd'hui. Vous parliez en introduction du fait que en France, ce qui est l'exemple que tout le monde veut, enfin ou en tous les cas, c'est la maison individuelle au milieu de la parcelle. Je parle même pas de la taille du terrain là, parce que ça fait des années quand même qu'on réduit les parcelles. Une réduction de parcelles. Mais on continue à faire des pavillons quand même. Mais on continue. Et je pense que dans les années à venir, de toute manière, on va bien voir que
En tous les cas, le terrain ne peut plus être consommé de la même façon, en fait. Et que c'est une richesse, en fait, ce terrain, cette terre agricole, ou même ces terres qu'on peut avoir, ces espaces libres qu'on peut avoir dans les villes. Et donc, du coup, il va falloir ménager ces espaces-là et construire de façon plus juste, harmonieuse, et certainement en ayant des principes de construction où on va avoir les maisons accolées, un peu comme on avait avec c'est pas un peu d'ailleurs, le principe de Mansell. La mitoyenneté. La mitoyenneté, quand on se balade dans les villages en Sarthe ou ailleurs. Dans les centres-bourgs, c'est mitoyen. Dans les centres-bourgs, c'est mitoyen. Avec les contraintes que ça peut avoir, mais aussi le côté positif, notamment sur le fait qu'on ait moins de déperdition de chaleur au niveau des bâtiments, puisqu'en fait, les maisons sont accolées, et donc, d'un point de vue énergétique, c'est beaucoup plus intéressant. Si on prend, excusez-moi, parce que je vois que l'heure tourne, Madame Levrard, j'en suis désolé. Si on prend l'exemple de la Sarthe, mais en même temps, c'est vrai, j'imagine, dans d'autres départements, j'imagine pas, je le sais, on a des réserves de cette sorte sur l'ensemble du département, puisque votre zone de compétence, c'est le département, qui permet justement d'éviter ces nouveaux lotissements, ces nouvelles consommations d'espace. On peut à la fois satisfaire des logements de qualité pour notamment des jeunes ménages, à la fois à la campagne et en ville, sans pour autant aller pomper, excusez-moi cette expression, de l'espace agricole. Il faut faire ce recensement. Il faut faire ce recensement. Vous avez une vision à peu près? Alors nous, non, parce nous en tant que SAUE, pas forcément. On voit bien quand même, dans les villes, en fait, on va trouver beaucoup plus de friches. De façon générale, dans les villes, on va trouver beaucoup plus de friches que dans les bourgs, en fait. Notamment industrielles. Des friches industrielles, par exemple. De bureaux. Oui, voilà. Donc, où ce sera plus facile de reconstruire sur ces espaces-là. Mais il n'empêche que l'ensemble de la population française doit avoir en tête que l'image de la maison au milieu de la parcelle, on n'ira plus dans ce sens-là. Donc, on sera plutôt sur des maisons mitoyennes, mais également sur des maisons à étages aussi, puisqu'il va falloir densifier, il va falloir répondre effectivement à cette nécessité de logement. Et donc, du coup, il va falloir trouver des nouvelles façons d'habiter, de construire, pour pouvoir répondre à ces sollicitations-là. Et donc, au-delà même de pouvoir faire ce recensement des logements vacants, des friches, etc., il faut penser autrement, en fait, la conception de Ça veut dire que logements. Vous évoquiez à juste titre les centres-bourgs, donc des petites villes, voire des villages sartois et français en général. Est-ce que, y compris dans des lotissements récents, mettons les années 80-90, on a beaucoup construit, on peut également densifier ces lotissements? Revoir éventuellement des parcelles qui seraient trop grandes, et à l'aune de transformation des habitants, par exemple, des gens qui avaient des familles mais qui sont maintenant seuls parce qu'ils sont plus vieux et qui ont besoin peut-être de moins, de réinstaller des peut-être ou d'élever des anciens pavillons, je sais pas. Enfin, alors il y a cette possibilité de faire des surélévations. Alors après ça demande des calculs de charge du bâtiment s'il peut. Techniquement c'est possible. Techniquement si c'est possible, mais ça c'est envisageable. Et puis à la fois il y a la division parcellaire, c'est-à-dire qu'effectivement pendant des années on a pu avoir des particuliers qui voulaient des 2000, 3000 mètres carrés de terrain, enfin, ou même moins, ou 1000, 1500, quoi que ce soit. Et depuis quelques années, il y a effectivement des réflexions sur cette possibilité de diviser la parcelle, c'est-à-dire de pouvoir revendre une partie de sa parcelle privée à un acheteur potentiel qui va pouvoir faire construire sur cette parcelle. Y compris en envisageant une éventuelle mitoyenneté, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, parce qu'après tout dépend si les documents d'urbanisme le permettent. Oui, bien sûr. Mais effectivement, ça peut être des solutions. Et on a de plus en plus de cas en Sarthe, enfin comme ailleurs, mais en tous les cas, de cette possibilité d'avoir des divisions parcellaires, ce qu'on appelle en fait. Et vous pensez que toutes ces idées, mais ce sont plus que des idées, parce que ça se traduit déjà en actes, ça commence. Est-ce que vous pensez que nos élus, évidemment, qui sont soumis à la pression de leur mandant, et on voit bien les problèmes des maires aujourd'hui, y compris sur leur vie personnelle, et qui sont soumis à élection, nous sommes en démocratie, Dieu merci, et donc tous les 6 ans pour les maires, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts, entre guillemets, à prendre ce risque éventuellement de ne pas satisfaire leur mandant et donc leurs citoyens en allant dans ce sens? Vous qui avez sans doute des contacts de temps en temps avec eux. Je dirais qu'ils n'ont pas le choix de toute manière, vu l'urgence de la problématique qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau climatique. Et à la fois, on parlait de la loi climat résilience avec effectivement la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui va effectivement fortement inciter les élus à aller de toute manière dans ce sens. Et il y a vraiment une prise de conscience sur la nécessité de ne plus consommer en tous les cas des espaces agricoles et de penser la ville autrement. Un dernier mot pour conclure cette émission. Je sors un peu du sujet, mais volontairement, c'est un petit peu un clin d'œil. Castres-Toulouse, l'autoroute, vous y croyez ?
Bah... et qu'est-ce que vous en pensez en 2 mots, si vous pouvez me répondre? En 2 C'est mots, bien que ça sort un peu de votre cadre. C'est contradictoire. Mais c'est contradictoire avec ce qu'on parlait, la loi résilience climat en fait, où on décide de moins imperméabiliser et là on propose encore des grandes infrastructures qui vont consomment de l'espace agricole et au-delà de consommer de l'espace agricole, qui continuent à imperméabiliser les sols. Donc on va à l'encontre en fait finalement de la problématique d'aujourd'hui. Alors, dernier mot, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est peut-être aménager davantage la nationale existante, parce qu'il faut trouver une réponse. Quand on dit non, il faut aussi dire oui à autre chose. Ça passe peut-être aussi par les modes de vie. On parlait de changement de mode de vie, donc du coup, peut-être le transport, voilà, et voir comment est-ce qu'on peut se déplacer autrement. Et vivre mieux à Castres. Ouais. Merci, Madame Levrat. Merci à vous. Et à une prochaine émission. Merci.